Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir dans notre émission Stéphane Marie, co-présentateur de l'émission Silence ça pousse sur France 5. Je suis Antonin, en co-animation avec Laetitia. Bonjour Monsieur Marie, comment allez-vous ? Bonjour Laetitia, bonjour Antonin, je vais très bien, merci. Alors vous êtes notre invité pour notre émission sur le thème du jardin et du printemps. Mais avant d'aborder ce sujet, nous sommes en médias diffusés à la mission locale, qui s'adresse aux jeunes en recherche d'insertion professionnelle. À ce titre, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre parcours. En effet, ce dernier peut paraître en décalage par rapport à votre métier que vous exercez aujourd'hui. Comment ce que vous avez appris dans vos études vous aide dans votre métier aujourd'hui ? C'est assez mystérieux. C'est assez mystérieux, mais c'est le mystère de la vie, en fait. Je pense j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. J'ai d'abord appris la couture en seconde. Ensuite, je suis devenu tapissier décorateur. J'ai un CAP. Ensuite, je suis parti aux Beaux-Arts. Et là, j'ai dessiné et j'ai appris les rudiments du cinéma. Et lorsque je suis sorti des Beaux-Arts à 25 ans, je me suis demandé ce que j'allais faire. J'ai fait des décors de théâtre et je me suis occupé d'art contemporain pour une entreprise publique. J'organisais des expositions de sculpture. Et parallèlement à ça, donc, ces décors de théâtre, j'ai fait ça pendant 12 ans. Et au bout de 12 ans, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de cette affaire-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui aurait du sens pour moi ? Et il se trouve qu'entre-temps, j'avais acheté une maison avec un jardin, j'avais commencé à jardiner. Et c'était la chose qui me passionnait le plus. Donc je me suis dit, voilà, j'ai fait du cinéma, l'image c'est mon truc. La passion, c'est la chose qui est la plus communicative. Il faut que je fasse une émission de jardinage. Comme ça, voilà, d'un coup. D'accord. En 1996. Et mes amis m'ont dit, rédige-la. C'est un projet, on essaiera de le vendre. Donc j'ai rédigé un projet, je l'ai mis sous mon bras. Je suis allé voir des directeurs de programmes de chaîne, des producteurs. J'ai pas réussi à le vendre. Sauf qu'on m'avait repéré et pour le coup, on est venu me chercher pour être rédacteur en chef d'une nouvelle émission qui n'avait pas de titre encore et que j'ai appelée Silence ça pousse. Et ça fait 22 ans que ça dure. D'accord. Et ce qui est amusant, c'est que finalement, toute cette formation, mise bout à bout, ça a permis par exemple, dans l'émission, de faire des pas de panique parce que la relation entre l'espace qu'il peut y avoir au théâtre, moi je faisais des décors, je la retrouve dans la mise en place des jardins que je fais chez les gens ou chez moi. Et puis l'émission au départ était toute petite, donc c'était 13 minutes, il a fallu beaucoup travailler, beaucoup écrire, j'ai écrit 700 sujets, j'étais assez néophyte, mais le travail que m'a exigé l'écriture de ces sujets a fait que je me suis formé. J'avais appris à apprendre à l'école, aux Beaux-Arts surtout, et cet apprentissage, cette méthode, j'ai pu l'appliquer à l'apprentissage des plantes. Et puis le fait d'avoir été décorateur aussi, ça m'a permis d'installer l'atelier, tous ces endroits dans lesquels on tourne et que je voulais être le plus joli possible. Et puis la chance de ma vie, c'est que la maison que j'avais achetée, en 91, c'est devenu le lieu du tournage, des tournages des émissions, à partir de 1998 jusqu'aujourd'hui. Donc il y a une espèce de tout s'est rassemblé, tout a pris, toutes ces choses qui semblaient être complètement hétérogènes, ont trouvé leur chance les unes à côté des autres pour faire quelque chose d'assez complet qui m'a permis d'avoir les moyens d'offrir ce que je propose depuis tout ce temps dans Silence ça pousse. D'accord. Et pendant vos études, est-ce que vous avez été amené à quitter la région ou pas du tout ? En fait, jusqu'au moment où j'ai acheté cette maison ici, près de Barneville-Carteret, j'étais tout le temps sur les routes. L'essentiel du travail que j'ai fait au théâtre, c'était à Marseille, voire à Dijon, voire à Paris.
le travail d'organisation d'exposition pour une société qui s'appelait l'UGAP. Ça m'a conduit à aller dans toutes les régions de France. Ensuite, mes bureaux étaient à Paris. Donc j'ai très peu, je revenais le week-end, les Beaux-Arts, c'était à Orléans. Le tapissier, c'était à Caen. J'ai beaucoup voyagé, en fait, jusqu'à l'âge de 30 ans où j'ai acheté cette maison. Et effectivement, à partir du moment où l'émission s'est tournée ici, j'ai pu travailler ici, dans mon jardin. Et parallèlement à ça, si vous regardez le programme, je suis partout en France pour filmer des jardins. Et je me rends aussi dans toutes ces régions pour faire des pas de panique, c'est-à-dire aider des gens à réinventer leur jardin. Donc je bouge beaucoup, je voyage beaucoup. D'accord. Et est-ce que vous auriez un mot à dire aux jeunes qui sont en questionnement sur leur orientation ? Je pense qu'il faut croire en ce qu'on est. Il faut... moi, j'ai longtemps douté de moi. Je ne comprenais pas très bien toutes ces envies et toutes ces choses. Et je me disais, c'est n'importe quoi. J'ai appris... Mais peu à peu, les choses se cousaient, se tricotaient. C'est-à-dire qu'au théâtre, je faisais des costumes et des décors. Tout ce que j'avais appris en tant que tapissier, je le retrouvais, je l'utilisais dans les décors. C'est-à-dire que là, j'utilisais l'apprentissage aux Beaux-Arts et le travail de tapissier décorateur. Lorsque je faisais des costumes au théâtre, j'utilisais bien entendu le savoir-faire que j'avais acquis pas longtemps dans cette seconde qui était dédiée à l'apprentissage de la couture. Donc tout ça parfois peut paraître incohérent, mais il est bien de faire un point de temps en temps et de se dire j'ai aimé ça, j'aime ça encore, et comment est-ce que toutes ces choses que j'aime peuvent se tricoter ensemble, s'assembler pour s'exercer dans un métier ou dans une activité qui va me plaire, dans laquelle j'aurai beaucoup d'énergie à mettre, et surtout, une fois qu'on a trouvé ça, il faut... ce qui m'a sauvé, c'est la persévérance. C'est-à-dire que quand j'ai eu conscience que cette émission, c'était ce que je voulais par-dessus tout, j'étais terrible. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que ça marche. Il fallait vraiment que je me donne les moyens, que tout ça fonctionne, parce que c'était peut-être ma dernière chance. Et en tout cas, c'était des comme ça, je pensais que je n'en aurais pas d'autres. Et la persévérance, c'est quelque chose de très... il faut vraiment croire en soi et se donner les moyens d'y croire en faisant tout ce qu'il faut pour, avec plaisir, bien sûr, et passion, pour le faire, pour y arriver. Très bien. Et maintenant qu'on en sait plus sur votre parcours, pouvez-vous nous dire à quel moment et comment la passion du jardinage est arrivée dans votre vie ? En fait, je ne me suis pas rendu compte. J'ai grandi dans la maison dans laquelle je vis. C'est-à-dire que je passais du temps avec mon grand-oncle, souvent au potager. En tout cas, j'étais tout le temps dans la nature. Et c'était quelque chose qui, pour moi, était évident, plaisant. Parfois, pas plaisant du tout, parce que l'hiver, quand il y a de la boue partout, je trouvais ça dégoûtant. Je me souviens être allé courir les vaches et revenir avec de la boue, de la bouse de partout. Et ça me plaisait pas du tout. Et puis... j'aimais faire des bouquets, j'aimais faire des plantations, mais ça me paraissait une chose normale puisque tout le monde faisait ça autour de moi. Lorsque je suis parti travailler au théâtre, peu à peu, ça m'a manqué. Je trouvais que c'était un milieu très aride, que toutes ces choses qu'on fabrique qui sont amusantes, qui sont... La nature me disait que la nature me manquait de plus en plus et que j'avais envie de travailler avec ce matériau vivant que sont les plantes et la terre. Et ça s'est concrétisé en 90 quand j'ai acheté cette maison et que j'ai commencé à jardiner, où là j'ai pris conscience du plaisir que ça pouvait me procurer et surtout pris conscience de l'incroyable richesse botanique qu'il pouvait y avoir dans les jardins. J'ai découvert des plantes et encore des plantes et des choses qui venaient de partout dans le monde, des pavots en arbre qui venaient de Californie, des phormiums qui venaient d'Australie, des cordylines qui venaient d'Australie, des agapantes qui venaient d'Afrique du Sud. En fait, c'est une manière de voyager dans son jardin, dans son petit territoire, comme ça, en y faisant entrer des choses tellement différentes, tellement
Et puis énigmatique, parce que chaque fois, c'est une sorte d'enquête qu'il faut mener auprès de la plante pour savoir d'où elle vient, où elle pousse dans son milieu naturel, et afin de la planter au mieux. J'ai mis des années à comprendre ça. Je me suis beaucoup trompé au départ, bien avant de faire l'émission, mais je me suis beaucoup trompé. Mais ça me plaisait, je trouvais ça très, comment dire, il y avait une humilité là-dedans et en même temps une curiosité qui était fondamentale et réjouissante. Donc en 90, j'ai ce jardin, je commence à le structurer, à le planter, et c'est au bout de 5 ans, je me suis dit, il faut que je fasse de ma vie de ça, il faut que j'en fasse quelque chose, c'est trop important. Je regardais aussi beaucoup la télévision britannique, la BBC, tous les dimanches soirs diffusait des émissions de décoration, de vente aux enchères et de jardinage. Et je trouvais ça merveilleux et je trouvais dommage qu'il n'y ait pas ça en France. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la passion pour le jardin en le pratiquant, autrement que le faisaient mes parents et mes grands-parents et mes grands-oncles. Mais et voilà. Je ne sais pas comment dire plus de choses. Ok. Quels sont les types de plantes qui résident dans le Nord Cotentin et au climat normand ? Étant donné que notre climat est un petit peu spécial, on va dire, très marécageux et tout ça, donc quel avantage à notre région par rapport à certaines plantes ? Là, vous êtes dans les marais de 40 ans, donc effectivement, vous me parlez de marécage, mais c'est pas seulement ça, la Manche, c'est pas seulement ça, c'est surtout une presqu'île incroyable, avec des territoires très différents les uns les autres, mais surtout un territoire qui est baigné par un courant qui s'appelle le Gulf Stream, qui fait qu'on est... quand vous regardez la météo en hiver, vous vous rendez compte que en plein hiver, la ville dans laquelle il fait le plus chaud le matin, c'est Cherbourg, et dans la journée, c'est celle où la température aura très très peu augmenté. C'est ce qu'on appelle un climat océanique doux, et ça permet d'acclimater beaucoup de plantes, plein de choses subtropicales. C'est-à-dire que on va pas seulement pouvoir planter des végétaux réservés à des climats continentaux, comme ceux que nous allons pouvoir trouver du côté de Limoges ou dans le nord de la France, mais on va pouvoir aussi installer des choses beaucoup plus frileuses, beaucoup moins rustiques. Les agapantes, c'est des plantes d'Afrique du Sud et elles se plaisent elles se plaisent beaucoup. Mais il y a des tas de choses. Les drymis sont des plantes aussi subtropicales qui vont pouvoir prendre place sous notre climat sans être en danger de gel. Donc, quand j'ai commencé Silence ça pousse, nous étions installés dans l'Yonne, près de Sens, à Pont-sur-Yonne. Et le climat, là, est très dur. Il peut faire moins 17 l'hiver et plus 35, 40 l'été. Il y a des tas de plantes qui ne résistent pas à ce genre de sport. Donc, ici, c'est bien plus... Je me souviens être allé au printemps ou en début d'été faire des tournages à Châteauroux ou ailleurs, dans des régions continentales, et me dire, mais il faisait 45 degrés, voire plus ces 2 dernières années, et rentrer chez moi en me disant, oh, mon Dieu, tout va être grillé, tout va avoir périclité, et finalement, non, il n'y avait plus une journée en milieu de semaine, la température n'était pas passée au-dessus de 23 degrés, et tout le monde se portait bien dans le jardin. C'est vraiment l'avantage du Cotentin, c'est un endroit formidable pour jardiner, un peu comme la Pointe Bretagne, par exemple, qui bénéficie du même courant, du même Gulf Stream, où on peut, là aussi, faire de l'acclimatation d'une manière absolument exceptionnelle. D'accord, très bien. Et du coup, donc, vous ouvrez votre jardin au public pendant l'été. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Comment vous est venue cette idée et pourquoi l'avoir ouvert au public ? Je vais être très franc. Une chose que je dis pas souvent. C'est-à-dire qu'en 2002, il y a un projet de construction d'éoliennes juste au-dessus de ma tête. Ah mince. Et j'étais pas content du tout parce que je trouve que c'est une offense faite au paysage et au bocage. Le bocage, c'est la colline sur laquelle je suis est à 110 mètres d'altitude. Et ces éoliennes, en fait, elles mesurent la même hauteur que la colline. Et je trouve que c'est très très violent.
Un jour, une élue m'a dit on a réussi à faire disparaître les lignes haute tension, à très haute tension, qui vont de Flamanville jusqu'à la Bretagne. Ce qui est vrai, on les voit assez peu. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire disparaître ces éoliennes. Sauf que les éoliennes, pour prendre le vent, elles sont obligées d'être en haut des collines. Il y a des paysages dans lesquels ce genre d'objet s'accommode très bien. Dans les plaines, dans la Beauce, dans certaines grandes plaines qui sont déjà très industrialisées, il n'y a pas d'offense à installer ce genre de machines. Sauf qu'ici, c'est très, très brutal. Donc, nous avons décidé de nous battre pour éviter l'installation de ces éoliennes. Il fallait inventer de l'argent, et le moyen d'inventer de l'argent, c'était de créer une association qui organise des ouvertures de jardin. Ça coûtait rien. Et ça a permis de payer des avocats on a perdu ce procès. Mais voilà. Et ça a aussi permis d'aider des gens dans des situations équivalentes pour se défendre. Et en dernier lieu, il y avait une ligne à haute tension qui passait au-dessus du jardin. Au bout de 15 ans d'économie, l'association a pu faire enterrer la ligne électrique de façon à ce que ce jardin qui parle du paysage et qui est une espèce d'hommage au paysage de Bocage, ce jardin aujourd'hui profite d'un ciel sans ligne droite. Ça a coûté extrêmement cher, c'était extrêmement bien fait voilà. Les visites ont été organisées par cette association, ce n'est pas moi. Évidemment, je suis là, je fais visiter le jardin, je parle aux gens. Et il y a 7 visites par an. Là, il devait y en avoir une samedi, elle est annulée à cause des mesures de sécurité, à cause du confinement, bien entendu. Et c'est aussi pour moi le plaisir de rencontrer des gens qui regardent Silence ça pousse, ou parfois pas, et de parler avec eux et de les regarder le jardin. C'est très amusant quand vous inventez un lieu, de voir comment les gens l'apprécient et comment les gens le regardent. Parfois, il n'est même pas utile de parler. Je les regarde et je vois l'émotion, parfois. Et ça me touche beaucoup. D'accord. En fait, vous étiez assez engagé dans certains projets, quoi. Moi, je suis très engagé dans la préservation du bocage. Ok. C'est quelque chose qui, pour moi, est ancestral. C'est une histoire extrêmement longue qui pourrait dater de la moitié de l'âge de bronze. Ça paraît drôle, hein, mais j'ai des amis paysans qui vont de temps en temps en Égypte pour voir les pyramides. Et lorsqu'ils foutent par terre un talus, je me dis que parfois, ils peuvent toucher des choses qui sont presque aussi anciennes que cela. On a découvert que le tertiaire avait été inventé à la moitié de l'âge de bronze, pas plus loin que sur l'île de Tatillou, en faisant des fouilles archéologiques il y a une dizaine d'années. Le tertiaire, ça veut dire délimiter un territoire en y levant des talus. C'est des clans qui faisaient ça et qui se protégeaient de l'extérieur en levant des talus sur lesquels ils plantaient. Ce schéma, on le retrouve dans les clos masures, dans le pays de Bray. On le retrouve aussi dans les Landes. Ça s'appelle autrement. Et toute cette campagne de talus levés à la main, de fossés creusés, de génération en génération, plantés d'arbres. C'est de l'agroforesterie, on appelle ça comme ça aujourd'hui. On ne se rend pas compte que le bocage, c'est l'invention de l'agroforesterie. Donc je suis cette forêt linéaire qui est un poumon d'air. Je la trouve fondamentale et j'invite les gens à s'y promener et à goûter sa beauté. D'accord. J'aurais une dernière question sur cet axe. Que vous apporte le jardinage et ce que vous aimez dans le jardinage ? Au départ, c'était la surprise des plantes. Le fait de planter des choses et de les voir grandir, de les voir évoluer, de voir un jardin que vous plantez, vous le voyez grandir et votre projet d'année en année prend corps. Et ça, c'est gratifiant, c'est satisfaisant, c'est beau. Et c'est aussi quelque chose qui m'apaise.
Mais ça, c'est venu plus tard. J'ai une vie assez chaotique, assez mouvementée, pas chaotique, mouvementée. Et quand je reviens chez moi, j'ai de plus en plus, même si j'ai refait un jardin chez des gens, ou 2 jardins, ou 3 jardins, cette semaine, j'en ai refait 3, la semaine précédente, pardon. Je ne peux pas m'empêcher de jardiner tout de même. J'ai planté des salades ce week-end, j'ai taillé des arbres, j'ai des camélias. Ça me fait du bien, ça m'apaise. Et je pense que le contact avec les plantes, c'est réconfortant, ça fait du bien. Et dans une période comme la nôtre où les gens sont chez eux et le temps file à une vitesse absolument... jamais je n'ai eu l'impression que le temps filait si vite. Les floraisons de printemps, par exemple, qui se succèdent les unes après les autres. Les cerisiers sont en fleurs, les pommiers vont bientôt commencer à s'épanouir, les rhododendrons commencent à éclore. Et ça, c'est des repères dans le temps qui font énormément de bien. Peu importe si on jardine ou pas, mais se promener dans la nature et voir les choses arriver les unes après les autres, je pense que ça nous recale dans une temporalité qu'on pourrait perdre avec toutes les autres informations qui viennent à nous par le biais des écrans. Les écrans sont assez intemporels. Même si ça pousse, on nous a demandé d'enlever les agendas, par exemple, à la fin de l'émission, pour qu'il n'y ait pas de repères temporels, pour pouvoir rediffuser une émission qui va être tournée au mois de mars pendant l'été sans qu'on s'en aperçoive trop. Ce que je trouve absurde, parce que je sais ce que je dois faire au mois d'avril et que je ne ferai pas au mois de juin. Et en même temps, je sais quelles sont les floraisons de mai, quelles sont les floraisons de juin, et c'est extrêmement important. D'accord. Comme vous l'avez évoqué, on ne peut pas terminer cette émission sans parler de la télé. Est-ce que vous pouvez nous... Oui. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans l'émission Silence ça pousse que vous présentez avec Carole Tolila? Qu'est-ce qui me plaît dans l'émission? Oui. Je suis rédacteur en chef, donc tout me plaît. C'est-à-dire que cette émission, j'en suis un peu l'auteur, et nous sommes 2 à rédacteur en chef. Béatrice Barrière, la productrice, et moi. Nous choisissons ensemble les sujets, nous choisissons les thématiques. Donc, j'y passe tellement de temps que si je m'ennuyais et si certaines choses m'ennuyaient, je pense que nous ne les ferions plus et nous les aurions remplacées par d'autres. J'aime Silence ça pousse. Ce que j'aime dans Silence ça pousse, c'est la chance que nous avons eue, c'est d'avoir une émission qui soit assez éclectique. C'est-à-dire qu'au départ, c'était vraiment une émission qui était consacrée au conseil de jardinage. Avec le temps, pour que l'émission passe de 13 à 26, puis 40, puis 50 minutes, il a fallu pousser les murs et ouvrir le champ. Je pense plus qu'aujourd'hui, nous parlons de nature, de notre lien à la nature, de notre lien au végétal, de nos liens au paysage. Il y a une série qui s'appelle sur les paysages que j'adore. Parce que tout d'un coup vous vous plantez devant une carte postale, un beau paysage, et vous rentrez dedans, vous dites ah oui, là il y a des collines, là il y a des montagnes, là il y a une rivière, ah la rivière elle est toute droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a été canalisée, qu'il y a des gens qui ont travaillé là, enfin voilà, toute cette émission. Après je me rends chez des gens pour les aider à refaire leur jardin en espérant que d'autres trouveront des idées là-dedans. On va rencontrer un sieur ambulant dans une des émissions prochaines. Je trouve que c'est merveilleux. Les scieries sont toutes en train de disparaître les unes après les autres. Les arbres tombent, ou il faut les faire tomber parfois pour en replanter d'autres, j'espère. Mais brûler du bois alors qu'on pourrait faire des planches, c'est quand même ridicule. Donc le sieur ambulant, il apporte une solution. C'est toutes ces initiatives-là qui se retrouvent dans Silence ça pousse, qu'on font la richesse, j'espère, et qui réveille, éveille et apporte un peu des choses nouvelles dans l'imaginaire des gens par rapport à la nature. D'accord. Je vous remercie, Monsieur Marie, d'avoir pris le temps à répondre à nos questions. On sait que vous êtes en plein tournage de Silence ça pousse. Je suis en train d'écrire les plateaux de l'émission que nous allons tourner demain, des émissions que nous allons tourner demain et après-demain. D'accord. Nous vous remercions. C'était Laetitia et Antonin sur le 1626 Média. Je vous remercie, Laetitia et Antonin. Merci. Au revoir. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.